Encore un peu plus loin, dit votre ami. Ils sont à la tête de votre groupe et au moment où vous sortez tous des bois, votre lampe de poche éclaire une grande clôture grillagée surmontée de fils barbelés. Comment allons-nous passer par-dessus ? Demande un autre de vos amis. Et le chef du groupe a justement la réponse. Ils braquent leur lampe de poche un peu plus loin, là où vous voyez un grand pin tomber sur la clôture, créant ainsi un pont sur lequel vous devriez pouvoir vous faufiler pour franchir la barrière. Vous et votre groupe d'amis grimpez à tour de rôle sur l'arbre renversé, avant de vous laisser tomber de l'autre côté de la grande clôture. Après s'être épousseté, votre groupe s'avance dans la clairière jusqu'à ce que vous arriviez à une ancienne voie ferrée, rongée par la rouille, donnant l'impression de ne pas avoir été utilisée depuis longtemps. « Alors ?» demande un de vos amis, plus sceptique. « Qu'est-ce qui est censé se passer ?» Le chef du groupe répond « Si nous avons de la chance, nous le verrons. »« Voir quoi ? La lumière fantôme ?» Il poursuit en ajoutant que certaines nuits, une lumière mystérieuse apparaît dans cette même clairière, errant dans la zone autour de la voie ferrée. « Qu'est-ce que c'est ?» demandez-vous. Votre ami vous raconte qu'il y a de nombreuses années, peut-être une centaine d'années, voire plus, cette portion de voie ferrée était très animée et très fréquentée. Une nuit, un ouvrier de la société Union Pacific est venu inspecter une partie de la voie ferrée qui était prétendument endommagée. L'ouvrier y est allé en pleine nuit avec sa petite lanterne et a marché le long des voies avant de s'arrêter ici même, dans cette clairière. Il a repéré ce qui lui a paru être un défaut sur l'un des rails et s'est penché pour l'examiner. Personne ne sait pourquoi il n'a pas entendu le train foncer sur lui, ni entendu son sifflement. Mais l'homme n'entendra plus jamais rien, car, bam, le train lui a arraché la tête. Aujourd'hui, avec sa seule lanterne pour le guider dans le noir, le cheminot sans tête erre dans cette clairière, à la recherche de sa tête perdue. « C'est une histoire stupide !» dit un de vos amis. « Comment quelqu'un peut-il ne pas remarquer un train arriver ? Je ne sais pas, mais c'est la vérité. Non, c'est faux !» Tandis que les deux se renvoient la balle. Vous remarquez soudain quelque chose au loin. Hey, regardez là-bas. Tout le monde regarde dans la direction que vous indiquez et la voit. Une petite boule de lumière flottant dans les airs. Vous voyez ? Dit votre ami. Je vous avais dit que c'était vrai. Il fait un pas en direction de la boule de lumière et celle-ci bouge, reculant en même temps qu'il avance, comme si elle voulait maintenir exactement la même distance. Lorsque votre ami recule d'un pas, la lumière se déplace à nouveau. Regardez, là-bas, dites-vous. En voilà une autre. Qu'est-ce qui se passe ? S'agit-il des fantômes de différents cheminots décapités, tous en quête de leur tête ? Cette lumière est plus brillante que l'autre, et au lieu de rester à une certaine distance de votre groupe, elle se rapproche lentement de vous. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande l'un de vos amis. « Je ne sais pas, » dit le chef du groupe. « Je n'ai jamais eu affaire à un fantôme auparavant. » La lumière continue de se diriger vers votre groupe, et personne ne sait quoi faire. Tétanisé par la peur, vous regardez la lumière vous traverser, et vos amis se mettent à hurler lorsqu'elle est absorbée par votre poitrine. Mais leurs hurlements sont étouffés, comme s'ils étaient sous l'eau. Et ce n'est pas seulement votre ouïe qui est affectée. Vous avez soudainement l'impression d'être plongé dans un liquide. Vous ne pouvez pas respirer, et vous vous débattez, essayant de nager, mais il n'y a rien. Vous hurlez et vous vous étouffez. Puis, vous tombez au sol lorsque la boule de lumière vous traverse comme si vous n'étiez pas là. Vous vous retrouvez dans la poussière, le souffle coupé. Vos amis se précipitent pour vous aider à vous relever, vous demandant ce qui s'est passé, mais vous n'avez pas le temps de leur expliquer, car deux lumières encore plus grandes et plus brillantes font leur apparition. Vous êtes terrifié par ce qu'elles pourraient vous faire, mais avant même que vous ne songiez à vous enfuir, une voix vous appelle en provenance de l'obscurité. « Ne bougez plus !» Les deux grosses boules de lumière sont les phares d'un SUV noir. Les deux gardes armés à l'air furieux en sortent. La dernière chose que vous entendez, c'est l'un des hommes dire « Je ne peux pas croire que nous ayons affaire à ça !» avant que vous ne sentiez la piqûre d'une fléchette sur votre cuisse et que votre vision ne se trouble. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que vous êtes assis dans votre propre voiture avec votre groupe d'amis. Eux aussi semblent s'être endormis et viennent de se réveiller. Vous êtes garé sur le bord de la route, près d'une épaisse forêt de pins, et le soleil commence tout juste à se lever. « Qu'est-ce qu'on est censé faire déjà ?» demande l'un de vos amis, assis sur la banquette arrière. « Je ne me souviens pas, dites-vous. Mais le soleil se lève. Partons d'ici. » Et vous reconduisez votre groupe d'amis chez eux, sans le moindre souvenir des événements de la nuit précédente. Ces adolescents ont eu beaucoup de chance. Ce qu'ils pensaient n'être qu'une légende urbaine, connue sous le nom des Lumières de Gurdon, était en réalité une anomalie mystérieuse et dangereuse que la Fondation SCP connaît mieux sous le nom de SCP-2640. Le SCP-2640 est une anomalie temporelle qui se manifeste dans une zone de 5000 m², près de la ville de Gurdon, dans l'Arkansas.
La région est densément boisée de pins, et la seule chose faite par la main de l'homme est une voie ferrée qui traverse le secteur. Mais le plus intéressant à propos du SCP-2640, ce sont les étranges entités qui s'y manifestent. Désignées sous le nom de SCP-2640-1, ces entités sont des sphères de lumière en suspension, pouvant apparaître seules ou en groupe, mais il n'en a jamais été observé plus de 12 en même temps. L'intensité de leur lumière varie entre 75 et 450 lux, ce qui équivaut à peu près au spectre lumineux produit par les ampoules traditionnelles, et leur couleur est toujours d'un blanc légèrement bleuté. Les lumières se déplacent généralement lentement dans le périmètre du SCP-2640, mais il est arrivé qu'elles se déplacent rapidement, les plus rapides ayant été mesurées à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Il existe également une connexion entre la luminosité des entités et leur comportement. Celles dont la luminosité est inférieure à 150 lux n'interagissent pas avec les humains, mais maintiennent en permanence une distance d'au moins 20 mètres avec l'observateur le plus proche. Si l'on tente de s'approcher, l'entité s'éloigne à la même vitesse, ce qui lui permet de maintenir une distance de 20 mètres en permanence. En revanche, celles qui sont plus proches des 450 lux sont très dynamiques et peuvent s'approcher et même interagir avec les humains. Parfois, les SCP-2641, les plus lumineux, traversent des objets solides, comme des personnes, ce qui entraîne une sensation très étrange pour la personne concernée. Lorsque cela se produit, le sujet décrit la sensation d'être comme plongé dans un liquide, ou de flotter dans une piscine, alors qu'il n'y a aucun changement visible. Cette sensation d'être dans l'eau commence dès que le SCP-2641 entre en contact avec le corps et cesse dès qu'il n'est plus en contact avec lui. Les SCP-2641 semblent être reliés à la zone SCP-2640, et lorsqu'ils s'en approchent, leur luminosité diminue lentement jusqu'à disparaître complètement. Afin de mieux comprendre la nature du SCP-2640, et en particulier des SCP-2641 qui s'y trouvent, une expédition dans la zone avec du personnel de classe D a été autorisée. 3 membres de classe D ont été équipés d'un matériel spécial capable de mesurer la distorsion relative de la réalité dans une zone donnée, et ont reçu pour instruction de suivre les voies ferrées qui traversent le SCP-2640 avec pour mission de signaler tout événement anormal. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le SCP-2640, leur équipement a détecté d'importants effets de distorsion de la réalité, et juste à ce moment, les SCP-2641 ont commencé à apparaître. Bien que terrorisés par ce qu'ils considéraient comme des fantômes, les membres de classe D avaient reçu l'ordre formel de ne pas s'enfuir. Un SCP-2641 très lumineux s'est approché de l'un des membres de classe D et a traversé son corps, lui donnant la sensation d'être sous l'eau, et comme il ne savait pas nager, il a pensé qu'il allait se noyer. L'entité est passée à travers lui sans provoquer de blessures graves, du moins sur le plan physique. Après cette expérience, et compte tenu des effets de distorsion de la réalité très importants détectés dans la zone, le chercheur Dr. Connors a émis l'hypothèse que le SCP-2640 pourrait être l'une des anomalies temporelles les plus puissantes de la planète. Son rapport avance l'hypothèse que les SCP-2641 sont en fait des êtres vivants d'une autre époque que nous pouvons voir en raison de cette anomalie, mais avec lesquels nous ne pouvons pas interagir sous peine de provoquer des perturbations irréversibles dans le continuum espace-temps. Le Dr. Connors a également noté que la zone du SCP-2640 paraissait se développer peu à peu, et qu'afin d'empêcher toute propagation, la mise en place de plusieurs puits temporels constants, Xiank Anastasakos ou Exact, a été autorisée. Et c'est une bonne chose que les Exacts aient été installés, car un incident allait bientôt prouver à quel point ils sont indispensables. Lors d'un débriefing après cet événement avec Tony Hargrove, un technicien de niveau O3, la Fondation SCP a appris une horrible chose sur la nature véritable du SCP-2640. Hargrove a expliqué qu'il avait été envoyé dans le SCP-2640 afin d'évaluer les dégâts occasionnés aux biens de la Fondation après le passage d'une violente tornade dans la région. Il a expliqué que même si le site était encore alimenté en électricité, l'un des Exacts avait été endommagé et devait être remplacé. Une équipe de maintenance a donc été envoyée pour en installer un autre, qui était stocké sur place. Lorsque l'équipe de maintenance s'est approchée de la zone où se trouvait l'Exact, qui ne fonctionnait plus, elle a signalé qu'il y avait de nombreux SCP-2641, plus que jamais auparavant, et un plus grand nombre de SCP les plus brillants. Peu après, Hargrove a perdu le contact avec l'équipe de maintenance et a décidé d'aller voir par lui-même. En entrant dans la zone du SCP-2640, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il n'y avait pas seulement quelques SCP-2641 de plus par rapport à la normale, mais des centaines, peut-être même des milliers, flottant tout autour de lui. Ils étaient si nombreux qu'ils éclairaient tellement le ciel qu'ils n'avaient même pas besoin de lampes torches. Hargrove a suivi les mêmes voies ferrées que l'équipe de maintenance, et après avoir marché plusieurs centaines de mètres, il a repéré quelque chose dans la boue, à côté des voies. C'était le puits temporel de remplacement qu'ils étaient censés installer, et il y avait du sang dessus. Il a réalisé qu'il n'y avait pas seulement du sang sur la machine, mais qu'il y en avait partout sur le sol, tout autour de lui.
Puis il a vu quelque chose d'autre, un SCP-2641 près de lui, mais quelque peu différent. Je ne me souviens plus de la première fois où je l'ai vu, dit-il. Juste derrière les sphères, il y avait un endroit où il ne pleuvait pas, comme si la pluie se courbait autour d'une masse invisible. Quelque chose de grand derrière chaque sphère, et dès que je l'ai vu, je ne pouvais plus ne pas le voir. Hargrove a essayé de s'éloigner de la créature et est tombé dans un fossé à côté des voies, serrant l'exact dans ses bras, tandis que la créature semblait se diriger vers lui. Là, dans le fossé, il a eu la certitude que ce SCP-2641 ne se dirigeait pas vers lui par hasard, qu'il était à sa recherche. Lorsque la chose invisible au travers de laquelle la pluie ne passait pas le survola, il essaya de rester aussi immobile que possible, tout en continuant à tenir fermement l'exact. Le SCP-2641 a tourné et tourné au-dessus de lui, comme un requin cherchant sa proie dans un nuage de sang, avant de disparaître dans les bois. C'est à ce moment-là que Hargrove a su que les entités SCP-2641 n'étaient pas ce que la Fondation pensait qu'elles étaient. Ce n'étaient pas seulement de belles boules de lumière se déplaçant dans l'obscurité. C'était autre chose, quelque chose d'horrible, de dangereux. Il savait aussi que son équipe de maintenance ne serait jamais retrouvée, et que le fossé dans lequel il gisait et qui se remplissait lentement de pluie contenait leur sang. Les SCP-2641 les traquaient et il ne se doutait de rien. Hargrove savait ce qu'il avait à faire. Il a rampé dans le fossé, s'arrêtant chaque fois qu'un SCP-2641 s'approchait de lui et en retenant sa respiration jusqu'à ce qu'il soit passé. Il a passé des heures à avancer à plat ventre dans l'eau et la boue avant d'atteindre le point où se trouvait l'exact endommagé. Il a réussi à mettre en marche le nouveau puits temporel et quand celui-ci s'est allumé, il a vu les lumières du SCP-2641 autour de lui s'estomper puis disparaître à nouveau. La mort des 4 membres de la Fondation qui faisaient partie de l'équipe de maintenance, ainsi que de 6 autres victimes civiles, a été attribuée à la tornade, et M. Hargrove a demandé à ce qu'on lui administre des amnésiques de classe B et à être muté. Ces 2 demandes sont en attente d'approbation. La ligne de chemin de fer menant au SCP-2640 est désormais hors service, et une clôture électrifiée de 3 mètres de haut a été érigée autour de la zone, afin d'empêcher qui que ce soit de s'en approcher. Pas moins de 8 puits temporels Xiank Anastasakos ont été installés dans les environs afin d'empêcher l'expansion du SCP-2640 et un réacteur souterrain miniaturisé à eau pressurisée a été installé sur le site afin de fournir une alimentation électrique en permanence et sans discontinuité. Le Bureau de la désinformation mène une campagne intensive visant à faire croire que les lumières du SCP-2641 ne sont rien de plus qu'une légende urbaine. Si des personnes en sont témoins, elles se voient administrer des amnésiques de classe B afin de préserver le secret sur cette anomalie classée Euclide. Quelle est la véritable nature du SCP-2640 et surtout des SCP-2641 ? Cette brèche dans notre espace-temps constitue-t-elle un aperçu du passé, lorsque cette zone était recouverte par un océan aujourd'hui disparu, ou un aperçu de l'avenir, lorsque les mers l'auront à nouveau englouti ? Quelle que soit la réponse, la réalité est qu'il y a quelque chose ici, en ce moment. Quelque chose qui a réussi à percer le voile du temps et à faire de nous sa proie. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-4434, la Baudroie, pour découvrir une autre anomalie qui a une technique particulièrement remarquable pour attirer ses proies. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.